nous autres cultivateurs, chaque année on reste les bras ballants quand la pluie se fait désirer. Et on se dit, l'an prochain nous sauvera pas plus que celui d'après. Nous sommes littéralement dans un état d'extermination massive de la vie sur Terre. Nous sommes en guerre totale. On a eu un certain nombre de discussions, d'abord sur le diagnostic écologique, qui montrait que tout le monde autour de la table était bien informé. Donc mes interlocuteurs ont compris que nous allons vers des effondrements de type régional, continental. Si on ne prend pas les bonnes décisions, c'est une société entière qui s'effondre littéralement. Les gens qui préfèrent sauver la vie plutôt qu'un point de croissance passent pour des doudingues. Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Vous vous rendez compte des conséquences que vous êtes déjà en train d'évoquer? Oui, je suis en train de dire que le problème est déjà à nos portes et les déterminants du problème font qu'il n'a aucune raison de ne pas empirer. L'accord de Paris pour le climat est accepté. La transition énergétique, je le dis souvent, c'est vraiment la fake news du siècle. Les bouleversements majeurs auxquels nous assistons sont en réalité, à n'en plus douter, les prémices du plus grand crime contre la biodiversité, mais aussi contre l'humanité. La question concernant notre société et son effondrement ne serait donc plus de savoir si celui-ci aura bel et bien lieu, mais plutôt de savoir quand. Alors, sans perdre de temps, car celui-ci nous est compté, découvrons si notre civilisation ne pourrait tout simplement pas s'effondrer. Il existe plusieurs définitions pour tenter de mettre des mots sur cette catastrophe annoncée. Et lorsque l'on observe l'histoire, celle-ci témoigne de nombreux effondrements de sociétés, que l'archéologie définit par la réduction rapide d'une population et ou de la complexité politique, économique, sociale, institutionnelle sur une zone significativement étendue et pour une durée importante. Pour Yves Cochet, ancien ministre et pionnier sur ces questions, l'effondrement serait un processus à l'issue duquel les besoins de base, l'alimentation, l'eau potable, la chaleur, l'énergie, l'habitat, les transports, la mobilité, donc tous ces besoins de base ne seront plus fournis à une majorité de la population par des services encadrés par la loi. Et pour Pablo Servigne, figure emblématique de la collapsologie, c'est un enchaînement de catastrophes qu'on ne pourra plus arrêter et qui aura des conséquences irréversibles sur la société. Il est important de comprendre que cette théorie de l'effondrement imminent est surtout liée à la pérennité illusoire pour beaucoup de scientifiques de notre civilisation industrielle. Cette thématique, souvent considérée comme un besoin de se faire peur pour des occidentaux en mal de survivalisme, trouve pourtant son origine dans des études très sérieuses. Si dès le 19e siècle, des scientifiques ont douté de la pérennité de la civilisation industrielle, il faudra attendre le début des années 70 pour voir les premières études rigoureuses mettant à mal notre trajectoire sociétale. En 1972, le Club de Rome va pour la première fois parler d'effondrement de la civilisation industrielle. Sous la direction de Donis Meadows, ce groupe de réflexion réunit des scientifiques, des économistes, des fonctionnaires nationaux et internationaux, ainsi que des industriels de 52 pays préoccupés par les problèmes complexes auxquels doivent faire face toutes les sociétés, tant industrialisées qu'en développement. Ces travaux aboutissent sur le rapport Meadows, également appelé The Limit to Growth, les limites de la croissance. Dans ce rapport, un modèle de simulation informatique basé sur la dynamique des systèmes appelé World Tree montre que sans inversion de tendance, un effondrement aurait lieu durant la première moitié du XXe siècle. Bon, je vous vois venir et vous vous dites sûrement que si les prévisions de ce type sont aussi fiables que des prévisions météorologiques, il y a encore de l'espoir. En 2012, Graham Turner, chercheur australien, compile plus de 40 années de données de l'ONU et confirme d'une part la robustesse du modèle World Tree et d'autre part l'imminence de l'effondrement et l'apparition des premiers signes. Désolé de vous décevoir. Comme vous le savez, douter, c'est chez moi comme une seconde nature. Mais je dois bien avouer ma surprise de constater que la NASA appuie également cette idée, en s'attaquant à cette problématique très complexe avec son modèle mathématique ND. Sa conclusion ne laisse aucune ambiguïté. Notre civilisation est condamnée. Avant de nous rassurer, cet effondrement sera difficile à éviter.
Ce courant de pensée récent étudie les risques d'un effondrement de la civilisation industrielle et ce qui pourrait succéder à la société actuelle. La collapsologie s'inscrit dans l'idée que l'homme altère son environnement durablement et propage le concept d'urgence climatique lié notamment au réchauffement climatique et à l'effondrement de la biodiversité. Les collapsologues estiment cependant que l'effondrement de la civilisation industrielle pourrait provenir de la conjonction de différentes crises, crise environnementale et crise énergétique, qui entraîneront inévitablement des crises économiques, géopolitiques et démocratiques. Ce qui se passe actuellement est tout simplement incroyable. Nous sommes littéralement en train de mettre le feu à notre habitat et le constat est sans appel. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Comme le disait si finement l'astrophysicien Aurélien Barraud, plus personne de normalement cérébré ne doute de la catastrophe environnementale. Et pourtant nous assistons impuissants à ce qui est aujourd'hui avéré comme la 6e grande extinction de masse. Entre 1970 et 2016, les populations de vertébrés ont chuté de 68%. Près de la moitié des récifs coralliens a disparu en une trentaine d'années. Sur une population de 526 000 éléphants africains, 111 000 individus ont disparu en une décennie. Si la faune poursuit son évolution, avant 100 ans, il ne restera aucun glacier de montagne. Une espèce animale ou végétale disparaît toutes les 20 minutes. 1000 milliards d'animaux marins sont tués chaque année. Et malgré toutes les mesurettes envisagées, la seule chose qui compte maintenant, c'est d'avoir raison ensemble. La concentration de CO2 dans l'atmosphère ne se contente pas de stagner, non, bien au contraire, elle s'accélère. Le surplus de CO2 qu'on a déjà mis dans l'atmosphère aujourd'hui, si on arrêtait d'émettre demain matin, il faudrait attendre plus de 10 000 ans pour que l'atmosphère revienne à son niveau initial. Vous commencez à sentir le problème ? Plus de 10 000 ans. Notre plus grand dilemme est tout simplement que nous n'avons pas de planète de rechange. Il n'y a pas de planète B. Alors j'en vois déjà venir me parler de voyage interstellaire. Oh les gars, on se détend. On a déjà du mal à quitter la stratosphère. À cause de ce CO2 qui s'accumule, l'effet de serre va se trouver renforcé et de larges zones vont devenir inhabitables à cause de la sécheresse et des températures. Ce qui va entraîner rapidement l'exode massif de réfugiés climatiques qu'on estime facilement à 500 millions d'individus avant 2050. Pas besoin d'un doctorat en météorologie ou en sciences humaines pour cerner le problème. Mais pourtant la question qui me vient est comment en est-on arrivé là ? Tout avait bien commencé pourtant en 1988, lorsque le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, fut créé par le G7 à la demande de Margaret Thatcher et Ronald Reagan. Le président américain avait pour motivation de ne pas laisser le sujet du climat à des groupements écologistes et de le mettre dans la main des scientifiques. La Dame de Fer avait quant à elle des motivations plus complexes, mais elle aurait été très tôt sensibilisée à la question climatique. Le 27 septembre 1988, dans un discours à la Royal Society, elle évoque la fonte des glaces, la hausse du niveau de la mer, le trou dans la couche d'ozone et la dégradation des sols. Mais son action en faveur de la création du G7 avait aussi un objectif de politique interne. Alors qu'elle était en conflit depuis des années avec les syndicats des mineurs de charbon et qu'elle voulait plutôt favoriser le nucléaire pour le royaume. Oh zut, pourtant j'y croyais. En 2006, la véritable catastrophe qui est en train de se profiler avait pourtant été relayée par Al Gore et son film Choc qui aurait pu s'inspirer de ma chaîne pour titrer « Une vérité qui dérange ». I have long believed that the climate crisis is the most important challenge facing humanity. Durant l'été 2018, Greta Thunberg incarnera le visage d'une jeunesse désabusée face à des choix politiques difficilement acceptables, voire incompréhensible. Son combat, comparable à celui de David contre Goliath, se traduira dans un discours célèbre. Véritable témoignage pour les générations futures que nous sommes restés sans rien faire. Ce sujet, je l'ai abordé maintes et maintes fois en soirée, enfin dans le monde d'avant, et souvent je me suis vu opposer un discours techno-utopiste. Peut-être que vous aussi vous faites partie de ceux qui pensent que la technologie va nous sauver. Eh bien comment vous dire ? Non. Ou comme diraient les Américains, no way. Pourquoi ? Tout simplement parce que la technologie, c'est très énergivore. Et de l'énergie, c'est grosso modo des énergies fossiles, et donc du carbone, ou bien alors du nucléaire. Mais le nucléaire, aussi effrayant puisse-t-il être, ne représente que 10% dans la production mondiale d'électricité. Et ça, ce n'est pas prêt de changer. L'énergie nucléaire est celle dont l'empreinte écologique est la plus basse qui soit. La centrale nucléaire de Fessenheim est définitivement débranchée. Le premier écocide de l'histoire a été commis.
Donc à moins de construire des milliers de réacteurs en un temps record ou de maîtriser la technique de fusion nucléaire opérationnelle pourtant dans le meilleur scénario vers 2060, la contraction des apports énergétiques se profile à vitesse grand V. Je ne sais pas pour vous, mais moi lorsque je regarde un reportage sur Arte, je me dis que la nature est bien faite. Pour ce qui est des énergies fossiles, cet adage va se vérifier, car s'il nous est impossible de réguler notre appétit vorace, notre régime boulimique de pétrole, charbon ou gaz va se trouver fortement régulé dans son approvisionnement à cause des ruptures qui sont désormais à portée de vue dans notre futur. Dans peu de temps, les coûts d'extraction du pétrole vont devenir tellement élevés qu'il sera de moins en moins intéressant de l'utiliser et ce moment clé s'appelle le pic pétrolier. Si le pic pétrolier a lieu en 2010, et il a lieu, le brut a eu lieu en 2006-2007. L'armée prévoyait un effondrement de nos sociétés 2025-2030. Il est simple de penser dans un premier temps au transport routier alimentant le monde entier. Mais là encore, c'est pour simplifier, car beaucoup sont ceux qui sous-estiment notre dépendance à cette drogue dure, le pétrole. Nous sommes véritablement à un instant clé dans l'histoire de l'humanité. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Jamais le monde n'a été aussi interdépendant, globalisé et connecté. La plus grande hérésie du XXIe siècle est d'oser encore utiliser le mot croissance qui est un fantasme dans un monde physique fini. Ah non mais la croissance ça m'intéresse pas du tout. Ce qui est intéressant c'est le progrès, c'est le bien vivre, c'est l'amour, c'est la créativité. Tous les indicateurs sont dans le rouge. Houston, on a un problème. Est-ce que vous pensez qu'on va exploser ? Oui. Et pourtant, les géants de la Silicon Valley nous promettent un monde ultra connecté et aseptisé, mais à quoi bon si nos habitats ne sont plus vivables ? Ce monde est un trésor, mais ça fait quelque temps qu'il nous pousse vers la sortie. La question écologique ainsi que la transformation de notre société sont réellement les plus grands défis que l'humanité va devoir relever. Et selon toute vraisemblance, seule la décroissance peut nous permettre d'amortir ce choc qui a déjà commencé. Dites-moi ce que vous en pensez. Cette question-là est une question assez obsédante. Moi, elle me taraude beaucoup plus que certains ne peuvent l'imaginer. Je pense que dans 1000 ou 2000 ans, il y a longtemps qu'on se sera fait péter la gueule, ou plus exactement, il y a longtemps qu'on n'aura plus une humanité à 6 milliards d'individus. Merci de partager plus que jamais, car cette information doit circuler, et tant qu'Internet fonctionne, autant l'utiliser. En attendant, je vous dis à très vite, et gardez l'esprit ouvert, car la vérité est alternative.